Les transformations d'Einstein. Au XIXe siècle, James Clerk Maxwell réunit les travaux sur l'électricité et le magnétisme et les réunit dans la théorie de l'électromagnétisme. Il remarque que l'interaction d'un aimant en mouvement par rapport à un fil peut générer des ondes résultantes de la réaction du courant créé qui à son tour crée un champ magnétique. Les ondes électromagnétiques sont découvertes. Leur vitesse correspond à celle de la lumière, ce qui confirme que la lumière est elle-même une onde électromagnétique. Le résultat sera une avancée scientifique prodigieuse. Les ondes ayant besoin d'un support pour se propager, les physiciens de l'époque rechercheront ce support. Le monde nous vient de l'eau, une onde pure, une ondée, des ronds dans l'eau. Le son est également une onde qui se propage dans certains matériaux et également dans l'air. Les physiciens rechercheront un support remplissant tout l'espace interstellaire. Ils l'appelleront l'éther en l'honneur d'Aristote. En son temps, Descartes avait imaginé que l'éther tourbillonnait autour du Soleil et entraînait avec lui les planètes. L'éther luminifère. Michelson et Morley chercheront à détecter le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, supposé immobile dans le référentiel du Soleil et des étoiles, supposé fixe à l'époque. Ce qui était l'erreur fatale. Héviside découvrira que le champ électrique de l'électron sphérique au repos se transforme en ellipsoïde contracté dans le sens du mouvement quand il se déplace à grande vitesse. Woldmar établira des transformations à appliquer au corps en mouvement. Lorentz à son tour trouvera les mêmes et Poincaré les finalisera de façon remarquable. De l'électrodynamique des corps en mouvement ou les transformations d'Einstein. Einstein utilise la relativité pour démontrer qu'il n'a pas besoin de l'éther. Il utilise ces effets, qui avaient trompé Aristote en son temps, pour retrouver les transformations de Lorentz sans se préoccuper de l'éther. Elle lui permet de prouver que rien ne change dans un référentiel en mouvement vu que son mouvement étant relatif, on peut à tout moment le considérer immobile et dire que ce sont les autres référentiels qui se déplacent par rapport à lui. De plus, il montre que les mesures faites sur un objet en mouvement ne peuvent être simultanées, ce qui conduit à des mesures faussées. On a gardé les transformations de Lorentz qui résultent de la déformation du champ électrique de l'électron, sphérique au repos, qui devient un ellipsoïde avec la vitesse. Ce phénomène a été découvert par Héviside. Georges Frédéric Charles Searle a calculé le facteur de contraction racine de 1-V2 sur C2, qui sera repris par Lorentz pour ces transformations. Elles contractent les longueurs et ralentissent l'écoulement du temps des objets en mouvement. Les transformations d'Einstein. Albert Einstein démontre que les mesures faites sur les objets qui se déplacent rapidement ne sont pas simultanées, et provoquent des erreurs de mesure. Pour mesurer la position des objets dans l'espace, on utilise la lumière qui permet de les voir. Pour faire des mesures exactes sur un objet en mouvement, il faudrait que la position de ses extrémités soit mesurée simultanément. Sinon, pendant que la lumière rejoint le point suivant, celui-ci s'éloigne ou se rapproche du point précédent et fausse le résultat. Le calcul fait par Einstein donne la même formule. Racine de 1-V2 sur C2. C'est la solution d'Einstein qui est la bonne. Vous en doutiez? Relativité restreinte, 1905. Einstein pose deux postulats. 1. Dans le cas de l'influence d'un aimant sur un conducteur, le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant. C'est le principe de relativité appliqué à l'électromagnétisme. 2. La vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de l'objet qui la produit. C'est donc une constante universelle, la même dans tous les référentiels quelle que soit leur vitesse. Il précise que son premier postulat contredit Maxwell qui a deux équations, une pour le mouvement de l'aimant, Faraday, l'autre pour celui du fil, Ampère, mais elles donnent des résultats identiques au premier ordre. Le deuxième postulat contredit le premier. Une vitesse constante la même dans tous les référentiels en mouvements différents n'est pas un mouvement relatif. Il souligne les problèmes. La grande classe. Preuve qu'Einstein a bien critiqué ces postulats. Article de 1905. Page 8. L'électrodynamique de Maxwell conduit à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Il y a une équation différente selon l'objet qui est en mouvement par rapport au référentiel du laboratoire. Page 9. Et introduisons un autre postulat qui au premier regard est incompatible avec le premier, que la lumière se propage dans l'espace vide, à une vitesse v indépendante de l'état de mouvement du corps émetteur. Il sera démontré que l'introduction d'un éther luminifère est superflue. Ces critiques ne l'ont pas découragé, il avait raison. Nous proposerons une explication. http classique.uqac.ca Classique Einstein Albert électrodynamique.pdf. Chapitre 1. Partie cinématique. Paragraphe 1. Définition de la simultanéité. La notion de simultanéité est fondamentale pour les mesures des objets.
Un observateur placé en A avec une horloge peut assigner un temps aux événements à proximité de A. Avec une horloge placée en B, un observateur en B peut faire de même. Pour un objet au repos, le temps mis par la lumière pour aller de A à B est équivalent au temps qu'elle met pour revenir de B à A. Pendant son trajet, rien ne bouge. La grandeur de AB sur T'-T A est une constante universelle, la vitesse de la lumière dans le vide. Paragraphe 2. Sur la relativité des longueurs et des temps. Soit une tige AB de longueur L, au repos, dans le référentiel petit k, qui lui est en mouvement à la vitesse v par rapport à grand K. A. Un observateur se déplace avec la tige comme au paragraphe 1 et mesure sa longueur. Il est au repos avec la tige à mesurer. La longueur elle est inchangée. Revoir le paragraphe 1. B. Un observateur de grand K détermine à quel point de son référentiel se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps t, en se servant des horloges de K. Quand la lumière va de A à B, depuis grand K, il voit B s'éloigner. TB-TA égale RAB sur grand V petit v. RAB est la longueur mesurée. Quand la lumière revient de B à A, il voit A s'approcher. TA'-TB égale RAB, prime, sur grand V plus petit v. Einstein prend la moyenne de l'aller-retour comme longueur de la règle. Fin de la première étape. Ce que nous expliquons demande beaucoup d'attention. Nous allons examiner comment Einstein pose l'équation qui le conduit à trouver ses propres transformations, basées uniquement sur la non-simultanéité des mesures. Paragraphe 3. Théorie de la transformation des coordonnées. Einstein va transférer les mesures faites sur la règle AB en mouvement, avec le référentiel petit k, dans le référentiel grand K. Le système grand K est stationnaire, de coordonnées x, y, z, t et le système petit k est en mouvement, et de coordonnées en lettres grecques. Il se déplace parallèlement à grand K le long de l'axe des x à la vitesse petit v. Avec la tige AB. Un point xi dans K se déplace à la vitesse v. Xi' égale xi0 moins petit v tau. La projection de ce point sur grand K est x', qui est immobile dans grand K. Un rayon est émis au temps tau 0 de A vers B, y est réfléchi à tau 1 vers A et arrive en A à tau 2. Par rapport à grand K via x', on a un demi de tau 0 plus tau 2 égale tau 1. Einstein utilise des quadrivecteurs x, y, z et t pour les points au temps tau 0, tau 1 et tau 2. Les deux formules suivantes sont le point de départ pour calculer l'équation qui aboutira à racine de 1, v2 sur c2. La suite est sur l'article d'Einstein. À notre connaissance, ces calculs n'ont pas été remis en cause et ils retrouvent les transformations de Lorentz, mais sans que la matière soit contractée. La tige rigide en mouvement AB d'Einstein ressemble au bras de l'interféromètre de Michelson et Morley. Nous ne saurions dire si Einstein s'en est inspiré. L'absence de détection du mouvement de la Terre par rapport à l'éther a conduit Lorentz à appliquer ces transformations. Einstein les a retrouvées en appliquant les équations de déplacement de la lumière qui court ici après E qui s'éloigne en E' et revient vers A qui se rapproche en D. Il n'y a pas contraction mais désynchronisation des mesures. Si nous suivons le raisonnement d'Albert Einstein. Le paradoxe des jumeaux. Ce paradoxe résulte du fait que peu de gens savent ce qu'a écrit Einstein et ce que signifie la relativité du mouvement. Sinon il n'y aurait pas de paradoxe. 1. Vu de la Terre, le voyageur vieillit moins vite vu que les informations reçues sont désynchronisées par la vitesse. 2. Vu du voyageur, le principe de relativité nous dit que c'est la Terre qui s'éloigne et de même il voit le temps s'écouler moins vite. 3. Comme c'est le temps mis par la lumière pour mesurer les distances sur l'objet lointain, c'est mirage, S annule au retour et ils ont le même âge. Einstein a dû expliquer que c'était les changements de référentiel qui affectaient l'écoulement du temps et pas la vitesse. Un changement de référentiel, c'est forcément une accélération positive ou négative ou un virage. Vous devriez le savoir. Tout est relatif. Pourquoi la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels? C'est le second postulat d'Einstein. Nous avons une hypothèse, qui, au premier regard est absurde, dirait Einstein. Mais pas découragé, comme lui, nous disons qu'elle découle de sa relativité générale. C'est l'application de la relativité générale au corps en chute libre. Ce n'est pas rien. Nous proposons de l'appliquer à l'éther. Celui d'Einstein qui le faisait interagir avec la matière, et auquel il n'avait pu attribuer de mouvement. Mouvement incompréhensible qui lui fit renoncer à l'éther. Il serait en chute libre avec tous les corps célestes qui l'accompagnent. La vitesse de la lumière est alors localement la même dans tous ses référentiels. C'est encore Einstein qui aura raison. Ça mériterait d'être examiné de plus près.